Chapitre 24. L'approche d'un territoire familier. Il y a deux grands films virages dans la carrière de Peckinpah. La Horde sauvage, qu'il tira d'exil et le ramena dans la course aux affaires pour les années les plus fructueuses de son existence. Pat Garrett et Billy the Kid est l'autre grand virage. Le film qui l'envoya dans le décor, personnellement et professionnellement. Grand virage à partir duquel sa carrière ne se remettra jamais. Pendant Pat Garrett et Billy the Kid, jouer le rôle de Sam Peckinpah était quasiment un travail à temps plein, même lorsqu'il réalisait. Il n'y avait qu'une poignée de personnes à Hollywood qui avaient cette étoffe mythique, indique John Brazen, parmi lesquels Sam et John Huston. Sam était Sam. Il n'y avait personne comme lui. Il devint une figure de légende. Et il réalisa que ce ne serait qu'en allant au bout de ce qu'il était qu'il grandirait encore davantage cette légende. Après un temps, il ne chercha plus qu'à vivre selon elle. Son frère Denny pouvait lire des entretiens dans lesquels Peckinpah brodait sur des vieux trucs à propos de différents sujets et idées. Il parvint assez bien à se créer une image, déclare Denny. Je l'avais appelé et il m'avait répondu « Oh, Denny, il faut bien leur donner ce qu'ils cherchent. » Mais vous leur donnez ce qu'ils cherchent et très vite ils ne cherchent plus rien d'autre. Au sortir de la gentillette production de Jetaway, Peckinpah n'avait aucune raison de croire qu'il ne renouvellerait pas cette heureuse expérience avec le film suivant. Surtout que par-dessus tout, ce devait être un film dont le propos lui tenait nettement plus à cœur. L'histoire de Billy the Kid appartenait à la crème des légendes du Grand Ouest. Romantique, dangereuse, excitante et tragique. Peu importait la vérité sur l'histoire de William Bonney. Pour Peckinpah, l'histoire était emblématique. Il se sentait particulièrement proche d'elle, parce qu'elle avait été la source de son premier scénario, qui s'intitula finalement One Eyes Jacks. Dans son esprit, de toute façon, Marlon Brando avait estropié son scénario et terni le mythe par-dessus le marché. À présent, Peckinpah avait le pouvoir de raconter l'histoire à sa façon, avec toute sa sensible fibre mythologique. Si vous partez dans la direction d'un Billy the Kid héros romantique, en désaccord avec les mutations de l'Ouest et harcelé sans cesse dans la vie de tous les jours, par les prébendes des intérêts marchands sur la frontière, vous vous retrouvez avec une tragédie. En ce sens, la production de Pat Garrett et Billy the Kid est une tragédie similaire pour Peckinpah. En effet, après avoir réalisé successivement 5 films dans le système avec son style de franc-tireur particulièrement non-conformiste, Peckinpah se loupa au 6e et sortit de route. Il percuta de plein fouet l'état-major du studio comme jamais encore. Et le studio ne voulut en piétiner que plus davantage encore son travail pour avoir ce qu'il voulait. C'est-à-dire, non le film innovateur d'un artiste visionnaire, mais un produit facilement étiquetable, commercialisable, avec, non pas sa fronde créatrice, mais son étiquette, c'est-à-dire le nom de Sam Peckinpah affiché sur lui. Le scénario de Pat Garrett et Billy the Kid avait tournicoté durant 2 ans, depuis que Gordon Carroll, le producteur de films tels que Cool Hand Luck et April Fools, avait commandé la rédaction à l'écrivain Wurlitzer en 1970. Wurlitzer était un écrivain de la côte Est qui avait écrit le scénario de Two Lane Blacktop du réalisateur Monte Hellman. Réalisé en 1971, Two Lane était un film de course de voiture, philo-psychologique, avec Warren Oates et la rockstar Dennis Wilson des Bee Gees Boys et James Taylor. Acclamé par la critique, il échoua à remplir ses salles, devenant un film tout en papier frime et rien en papier dollar. Pat Garrett et Billy the Kid avaient été vendus à la MGM avec l'idée de le faire réaliser par Hellman, sur la base des louangeuses critiques reçues pour Two Lane Blacktop. Quand la conscience comptable d'MGM découvrit les recettes anémiques du film, aussitôt ils changèrent d'idée. Carroll fit le porte-à-porte des autres studios avec le scénario, sans trouver preneur. Wurlitzer le remania et il revint à la MGM, où Peckinpah le lut et accepta de le faire. Peckinpah, bien sûr, voulut le réécrire pour l'adapter à son style, une façon de faire qui bouleversa Wurlitzer à l'époque. Il y avait encore une autre force au travail en ce temps. MGM voulait un film plus noyé d'action que jamais encore, et signé Peckinpah. La plupart des réécritures furent un compromis entre lui et les studios, indique Wurlitzer. Il voulait plus de violence et d'action. 3 ou 4 scènes furent ajoutées après coup, pour la violence principalement. Mon scénario initial était un peu plus réfléchi. À ce stade, ajoute Wurlitzer, je ne savais rien de ce qui arrivait à un scénario, et à quel point on pouvait en dépouiller un écrivain ici. Je fus contrarié que Sam ne se soit pas coltiné avec le scénario avant de commencer à tourner. Je ne pense pas qu'il l'avait alors lu plus d'une fois. Je vois maintenant que c'était une modalité de son style. Il s'en détournait d'une façon qui ne m'était pas connue à l'époque. Je n'étais pas préparé à ce type de travail. C'était la méthode habituelle de Peckinpah, réduire le scénario en petits morceaux puis le remonter. C'était un scénario parfait, se souvient James Coburn qui jouait dans le film. Mais parfait pour Sam veut dire trop mécanique, trop ordonné.
Il voulait que ça merde davantage, pour que ce soit comme dans le réel. Rudy pensa que Sam était à côté de ses pompes. Rudy en est mort, ni plus ni moins, déclara Gordon Dawson, qui fut le réalisateur de la seconde équipe dans le film. Ce fut une épouvantable expérience pour lui. Wurlitzer exprima sa colère dans une introduction à la publication de sa version du scénario, laquelle combinait aussi le scénario tiré à partir du film lui-même. Écrit à la troisième personne, Wurlitzer écrivait « L'écrivain retourna à Hollywood pour travailler avec le réalisateur. En définitive, ils eurent 2 ou 3 conversations à propos des exploits sexuels passés du réalisateur et à propos de la sauvagerie, la rigoureuse ascèse du guerrier qu'il faut pour laisser sa trace dans le celluloïd. Le scénario ne fut jamais le sujet de conversation. Le cinéaste ne l'avait pas encore lu. Le scénariste et le réalisateur se rendirent au Mexique pour repérer des extérieurs et travailler au scénario. Le réalisateur, qui durant tout ce temps avait déjà remisé les toutes premières scènes, s'enflamma brusquement à propos des qualités de ce qu'il avait pondu. Dans la version du romancier, Billy et Garrett ne se rencontraient qu'à la toute dernière scène, quand Garrett le tue. Le réalisateur voulait placer cette rencontre au tout début, pour que tout le monde comprenne qu'ils étaient de vrais poteaux. La réécriture fut remaniée avec des ajouts imposés de scènes et de dialogues, extraits d'anciens scénarios télé et de vieilles réalisations télé aussi. Le début en fut complètement bouleversé. Des dialogues extraordinaires, tout en dégoulinant d'une mâle et virile camaraderie, déboulèrent tonitruantes en plein cœur du scénario. La version de Peckinpah de Pat Garrett et Billy the Kid s'ouvrait en 1908 sur un vieux et irascible Garrett carriolant sur ses terres, rabrouant John Pooh à propos du troupeau de moutons de celui-ci qu'il avait autorisé à paître sur ses terres. Il se disputait à propos du bail et du cercle d'influence du Santa Fe Ring pour qui Garrett avait travaillé dans le temps. Pooh, chevauchant aux côtés de la carriole de Garrett, le fait tomber dans une embuscade. 3 hommes, dont lui-même, lui tirent dessus. Garrett est abattu et dégringole à terre. À mesure qu'il s'effondre, un flashback le recueille et le ramène à Fort Sumner, en 1881, arrivant fièrement en selle. Billy the Kid et ses camarades s'exercent au tir, dégommant des têtes de poulet enterrées vivantes dans du sable jusqu'au cou. Garrett arrive à cheval dans leur dos et se joint à leur exercice. Puis il invite Billy à venir prendre un verre. Dans le saloon, il déclare qu'il a accepté le travail de shérif de Lincoln County et que sa première mission est de faire déguerpir Billy du territoire. En vieil ami, il est venu prévenir Billy qu'il lui laisse quelques jours pour quitter le pays et se réfugier au Mexique, ou bien faire aux conséquences. Billy prend l'information sans détour et répond « Alors tu t'es vendu au mafieux de Santa Fe Ring. Quelle impression ça fait ?»« Ça fait comme quand les temps changent. » Garrett arrête Billy une semaine plus tard après une fusillade et le ramène à Lincoln pour être pendu. Mais Billy abat les adjoints de Garrett et s'échappe. Il retourne à Fort Sumner pour décider avec ses camarades s'il doit fuir vers le Mexique. Garrett, pendant ce temps, doit traquer son vieil ami. 2 cercles concentriques aux anneaux violents s'entrechoquent. Garrett, rangé aux côtés du gouvernement, Lew Wallace et de Chisholm, un patron de ranch immense propriétaire de bétail, Garrett se bat pour préserver son intégrité. Billy abat plusieurs hommes de Chisholm, responsables du meurtre d'un de ses amis avec sa famille. Il se ravise alors et décide de ne plus partir pour le Mexique, mais de rester et de se battre jusqu'au bout. À la fin, Billy et Garrett se retrouvent au hasard d'une nuit à Fort Sumner. Garrett le tue, Billy s'effondre, et c'est la dernière chose debout qu'il voit, avant que la fin du flashback le ramène à sa propre chute de la carriole, au moment de toucher le sol lui-même, pour fermer les yeux et mourir. Le scénario causa la consternation dans les bureaux de la MGM. Le studio était sous la direction de James Aubrey, qui avait dirigé CBS de 1959 à 1965 et avait été surnommé le Cobra souriant, pour le plaisir apparent qu'il prenait à faire obliquer les lignes de programme et les carrières au profit de ses propres choix budgétaires. Aubrey avait été engagé à la MGM en 1969 pour redresser les comptes alarmants et menaçants du studio. MGM perdait 35 millions de dollars par an. Plus de 80 millions partaient en remboursement de dettes, dont 70 millions du fait de mauvais films. Aubrey suspendit immédiatement 50 films en projet, 15 films en cours, y compris celui de Fred Zinman, Le destin d'un homme sur André Malraux, et sur lequel MGM avait déjà dépensé 3 millions de dollars. Dès 1970, MGM n'avait plus que 30 millions de dettes et affichait un profit de 8 millions 100 de dollars pour les 9 premiers mois de l'année. Lors des 4 années qui suivirent, Aubrey réduisit les effectifs de MGM, les faisant passer de 6200 à 1200. Il vendit de MGM tout ce qui était disques, archives, pour se recentrer sur le studio lui-même. Il vendit aussi les droits de son catalogue, parmi lesquels ceux de Ben-Hur. L'indépendance du studio était à ce prix.
L'intégrité artistique, elle, fut sacrifiée. Le studio de Irving Thalberg était maintenant dirigé par un administrateur qui tenait pour négligeable le fait de tripatouiller le montage d'un cinéaste afin de satisfaire aux exigences de ses décisions commerciales. Avant même de travailler avec Peckinpah, il avait la réputation parmi bien des réalisateurs de n'être qu'un philistin. Daniel Melnick, qui était passé des productions indépendantes aux productions MGM, se souvient du style d'outrance auquel se livrait Aubrey, et particulièrement de l'une d'elles, lors d'une réunion sur le scénario de Pat Garrett et Billy the Kid. Garrett, assis seul au bord d'une rivière, entend des coups de feu et aperçoit un radeau qui descend, transportant une famille, avec des meubles et ses bagages. Un gamin sur le radeau lançait des bouteilles vides dans l'eau. Son père s'entraînait à tirer sur elle. Garrett, depuis la berge, se saisit de son arme et à son tour tente sa chance sur celle-ci. Sur le radeau, le père pivote et tire sur Garrett, en le manquant. Garrett ajuste le père ajuste Garrett une nouvelle fois, et après un moment d'attente figée, il pivote à nouveau et se remet à tirer sur les bouteilles. Aubrey lut le passage et leur demanda « Qu'est-ce que c'est que cette fichue scène entre Pat Garrett et le type qui descend la rivière sur le radeau ?» Melnick essaya d'expliquer en des termes qui devaient calmer Aubrey, mais Saul David, le responsable littéraire du film, prit la parole. C'est une démonstration de la nature existentielle de la violence. Aubrey explosa et les flanqua à la porte de son bureau, tous les deux, hurlant après eux derrière les murs. « Saloperie de manifestation existentielle de la violence! De quoi est-ce que vous parlez? Ne me laissez plus jamais vous entendre sortir cette phrase !» Les relations entre Aubrey et Peckinpah ne firent qu'empirer. Melnick. Sam révulsait Jim du plus profond de son être. Jim pensait de Sam qu'il était immoral et irresponsable. Sam pensait de Jim que c'était un affairiste à la petite semaine, le dernier en date tombé à la tête de l'entreprise, et même pas assez malin celui-là pour donner aux spectateurs ce qu'il voulait. Certainement quelqu'un qui devait se moquer de l'intégrité du traitement intérieur d'un sujet. Je crois qu'ils avaient tous les deux raison, et qu'ils étaient tous les deux convaincus d'être dans leur bon droit. Cette scène de radeau, ajoute Coburn, était une des raisons que nous avions, Sam et moi, de vouloir faire ce film. Ils la tournèrent avec un problème dans l'image. Un problème récurrent alors, occasionnant de nombreux retards dans les productions. Aubrey refusa son accord pour que l'on donne le temps et l'argent supplémentaires afin de retourner la séquence. Donc, Peckinpah embarqua son équipe en douce, un jour où ils avaient terminé plus tôt, pour la retourner quand même. Cela fit fulminer Aubrey, rapporte Coburn. Au lieu d'avancer et de filmer la suite, nous utilisions le temps pour retourner des choses qui l'avaient déjà été. Au début, pour l'attribution des rôles, l'espoir était grand que la production d'un nouveau western de Peckinpah ferait se bousculer des grands noms. Peckinpah offrit le rôle de Garrett à Charlton Heston, qu'il repoussa. Tous les autres sur la liste déclinèrent d'eux-mêmes, trop chers, pas libres, pas intéressés, dont Paul Newman, Henry Fonda, Robert Mitchum et Rod Steiger, si bien que Garrett revint à James Coburn, retrouvant ainsi Peckinpah pour la première fois depuis Major Dundee. Beaucoup de jeunes acteurs du moment furent approchés et envisagés pour le rôle de Billy the Kid. Peter Fonda, John Voight, Malcolm McDowell, Margeau et même Don Johnson, un tout jeune premier venu. Puis Peckinpah vit un chanteur-compositeur nommé Chris Christopherson dans une série à petit budget intitulée Cisco Pike. Christopherson était de toute évidence un peu tendre, mais Peckinpah aimait ce qu'il avait vu. Après avoir débusqué le chanteur-compositeur-acteur au Troubadour de Los Angeles, Peckinpah lui offrit le rôle. Ils avaient voulu engager un tas de monde avant Chris, rapporte Purlitzer. Chris n'était même pas de la 5e battue. Avec à propos, il engagea aussi des membres du groupe de Chris Christopherson pour jouer les compagnons de la bande à Billy. Peckinpah continua à engager des figures très familières de Hollywood. Jason Roberts, Barry Sullivan, Katie Jurado, Jake Elam, Richard Jekyll, Harry Dean Stanton, Elisha Cook Jr. Il y avait aussi les complices habituels de la compagnie Peckinpah, L.Q. Jones, R.G. Armstrong, Emilio Fernandez, Dub Taylor, et même des plus anciens que cela encore, qui venaient des tout débuts de la carrière de Peckinpah, tels Paul Fix, le marshal de The Rifleman, et Chill Wills, qui avait été dans Deadly Companions. Le plus gros coup de la distribution, sans conteste, revint au rôle d'Elias, un personnage singulier de la bande à Billy, qui faisait souvent écho à ses répliques. Bo Hopkins et le chanteur de rock Jackson Browne furent initialement envisagés. Johnny Crawford, qui joua Mark dans The Rifleman, auditionna et fut écarté. Jusqu'à ce que la super rockstar Bob Dylan, un ami de Wurlitzer, entendisse parler du projet et débarquasse chez Wurlitzer à New York. « Ça te dirait d'en être ?» demanda Wurlitzer. À la perspective de se mettre dans le tiroir-caisse tout le jeune public de Dylan, Gordon Carroll sauta immédiatement sur l'opportunité, même si celui-ci n'avait encore jamais de sa vie fait l'acteur.
Wurlitzer et Dylan se rendirent à Durango, Mexique, pour rencontrer Peckinpah et où la production avait installé son quartier général. Tout le monde était intimidé par Dylan, y compris Sam, parce que la légende de Dylan était encore plus grande que celle de Sam, indique Wurlitzer. Je pense que ça mettait Sam en pétard. Sam ne savait pas non plus quoi faire de Dylan, mais pour sûr, Sam entendait bien rester le coq numéro 1 et incontesté sur son plateau. Dylan plus tard se souvint. Rudy avait besoin d'une chanson pour le scénario. Je ne faisais rien. Rudy envoya le scénario, que je lus, qui me plut, nous nous y sommes mis, et il lui a fallu une chanson-titre. Alors j'ai écrit cette chanson vraiment très vite que j'ai jouée pour Sam, qu'il aima vraiment et me demanda d'être dans le film. Mais Sam n'était pas vraiment certain de savoir qui était réellement Dylan, ni ce qu'il pouvait incarner. Peckinpah se lança quand même. Après tout, il fut l'homme qui sut intégrer les Matins papillons de Richard Gillis à la partition musicale de Cable Hog. Rudy lâcha. Dylan a écrit 2 chansons. Il aimerait bien être dans le film, rapporte Coburn. Sam dit, Bob Key? Ah ouais, mes gosses écoutent ça. Quand Dylan arriva, Peckinpah tenta de l'impressionner en parlant de lui. Je suis moi-même un inconditionnel de Roger Miller, un fan absolu. Ils se commandèrent un dîner de fin gastronome, avec de la soupe de tête de chèvre accompagnée de tacos, avec de la tequila et du mezcal, de la marijuana et de la cocaïne. Après quoi, Peckinpah posa à Dylan. « D'accord, gamin, écoutons ce que tu nous as pondu. » Dylan sortit sa guitare. Lui et Peckinpah se retirèrent dans une autre pièce. Peckinpah s'enfonça dans un fauteuil à bascule. Dylan s'assit sur un tabouret. Après quelques 2 chansons, Peckinpah revint à la table du dîner, larmes cavalantes sur les joues, visiblement chaviré, marmonnant en admiration. Ce fils de pute! Quel suceur de bite! Il distribua Dylan dans le rôle d'Elias, chargea Wurlitzer d'étoffer davantage le personnage et signa Dylan pour composer la musique du film. Peckinpah n'était pas vraiment le seul à ne pas bien saisir qui était Dylan. Bobby Visiglia, qui était responsable de la sécurité et jouait un petit personnage dans le film, se souvint que Christopherson lui avait dit d'avoir une chaise avec le nom de Dylan inscrit sur le dossier. Le jour suivant, Visiglia se ramena avec une chaise sur le dos de laquelle était imprimé « Bob Dylan ». Chris piqua une crise quand il vit cela, indique Visiglia. Bordel! Qu'est-ce que j'en savais, moi? Mais juste derrière lui, il y avait Dylan. Et il lança « Ne t'avise pas d'y toucher. Quand j'en ai terminé ici, je l'embarque. » Parce que de nombreuses scènes du scénario se passaient au Nouveau-Mexique, USA, Peckinpah voulait y installer le tournage pour un maximum de vérité. Mais MGM mit son veto à l'idée, suggérant des extérieurs proches de Durango, Mexique. Donc, Peckinpah expédia Gordon Dawson pour dénicher et réserver des extérieurs, des emplacements pour le matériel, les logements, le bétail, la figuration, les chevaux, les ouvriers et tout ce qui serait nécessaire. Dawson arriva pour trouver que John Wayne avait aussi fait des réservations pour son film Cahill U.S. Marshal. Wayne était le chouchou de Durango parce qu'il y avait tourné nombre de ses westerns. Dawson rapporte « Il y avait tellement ses entrées et ses facilités pour les hôtels, les entrepôts, que la ville appartenait presque à Wayne. Nous devions nous bagarrer avec sa société de production sur tous les marchés, et nous n'en remportions aucun. Mon rapport de pré-production pour le studio était plus optimiste qu'en réalité. À un moment, dans ce rapport de août 1972, Dawson écrivit « Nous avons commencé nos recherches pour les bureaux de la production, les entrepôts, les costumes, les ateliers, etc. Et bing! Devinez qui s'était déjà accaparé de tout ce qu'il y avait de mieux. Ouais, c'est bien lui, le plus ombrageux et rapide patriote du pays en personne qui avait encore frappé. Et sa domination s'étend jusqu'aux plus ahurissants menus placardés sur nos portes de chambres d'hôtel. » En repérant des lieux qui pouvaient servir pour les différentes villes du scénario, Dawson en découvrit une, El Arnal, 30 minutes au sud de Durango. Il écrivit dans son rapport « Je pense que vous aimerez Sam, incurablement misérable, désolé, sans un souffle de vie, oppressant de désespoir, des merdes à chaque pas sur la rue principale, mouches, fourmis, scorpions, chiens décharnés et cailloux tranchants comme des rasoirs, tous les ingrédients de style Peckinpah. » Dawson repéra 4 ou 5 hôtels valables pour les acteurs et l'équipe. Il en trouva un autre entièrement disposé à se fendre en deux pour les gens de cinéma, mais que je n'aurais pas pris moi-même pour y loger le pire de mes ennemis. Pour les autres, Dawson releva qu'il y en avait un qui était censé être classé parmi les meilleurs de Durango, ce qui ne veut rien dire du tout, parce qu'aucun des arbitres du concours n'était arrivé vivant jusqu'aux demi-finales, pour départager les 10 meilleurs restants en compétition. Pour Coburn, Pat Garrett était le 4e film de cette année-là. Il arriva de la Côte d'Azur à Durango au sortir du tournage de The Last of Sheila. C'était comme passer du sublime au trou du cul du monde, se souvient Coburn. Je suis descendu de l'avion qui avait décollé dans l'opulence pour atterrir à Durango. Quelle dégringolade dans le froid et l'hiver! Nous vivions comme des extraterrestres dans l'espace. La nourriture était terrible.
C'était une vieille ville de bétail qui avait accumulé dans l'air 4 millénaires de bouse tourbillonnante mélangée à de la poussière. J'étais sans répit à me coltiner une bronchite vicieuse et une fièvre brûlante. Chapitre 25. Descendre Billy the Kid. Sam était un méchant garçon en extérieur, rapporte son neveu David Peckinpah. Il était dans son royaume. Il était au-dessus des lois de Dieu et de la nature. Quand vous avez du succès, vous pouvez vous en sortir en disant et en faisant des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas se permettre. À la base, il y avait quand même que c'était un maniaque qui carburait à l'alcool ventre à terre, qui avait atterri dans un milieu où non seulement on tolère cela, mais où on l'encourage. Je pense que tourner en extérieur était ses seules occasions de se sentir vivant, rapporte Gordon Dawson. Lorsque la production démarra en décembre 1972, Peckinpah attendait beaucoup de Pat Garrett et Billy the Kid. Attente rapidement laminée par l'immédiate mauvaise volonté du studio via le producteur Gordon Carroll. Une fois que les choses commencèrent à aller de travers, Peckinpah prit cela immédiatement comme une déclaration de guerre et une volonté d'en découdre avec ses intentions artistiques. Et il contre-attaqua, moins avec la perspective de faire le film qu'il voulait, que de leur montrer qui baiserait l'autre, et que, au petit jeu de qui faisait pipi le plus loin, c'était lui qui avait la plus grosse. Le problème initial peut sembler anodin, mais il prit rapidement des proportions majeures. Peckinpah avait demandé la présence permanente d'un technicien caméra sur place aux côtés de l'équipe, requête que MGM rejeta en raison de la dépense. Du fait que toute la pellicule devait être expédiée à Los Angeles pour y être traitée et tirée, il y avait généralement plus d'une semaine de décalage entre le moment où on filmait et celui où Peckinpah et son équipe pouvaient visionner le résultat de ce qui avait été tourné. Ce que personne ne réalisa, avant qu'il ne fût trop tard, c'est que l'un des objectifs Panavision était légèrement endommagé. Il virait légèrement au flou, de 002 ou de 003 sur la droite, rapporte Newt Arnold, l'un des assistants réalisateurs de Peckinpah sur le film. Tout à la marge du côté droit, c'était flou. Personne n'a jamais aimé retourner ce qui avait déjà été filmé une fois, mais bon, ça arrive. Il fallut cependant un bon moment pour découvrir quel était le problème, jusqu'à ce que quelqu'un s'avisa que cela venait en fait de l'objectif lui-même, qui continuait à filmer de la pellicule qu'on expédiait au pays et que Los Angeles nous renvoyait flou, inexploitable. Garth Craven, le monteur son de Straw Dogs que Peckinpah avait fait venir pour aider au montage de Pat Garrett, indique « Vous êtes en extérieur, vous n'avez pas des conditions parfaites de projection. Alors vous ne savez jamais si le problème vient de la caméra ou du projecteur. » La rancœur de Peckinpah enfla de façon insensée avec ce problème. Un soir, au milieu de la projection dans la salle de bal de l'hôtel, il attrapa une chaise qu'il planta devant l'écran et monta dessus pour pisser un gigantesque S en plein milieu de l'image. Puis il siffla une rengaine. « Est-ce qu'au moins je pourrais compter sur une saloperie de mise au point ?» Et il fit des pas de claquettes en sortant de la salle de bal. L'objectif finit par être identifié et réparé, mais MGM, pensa Carroll, serait contre l'idée de refaire les scènes. Et en fait, Carroll essaya de persuader Peckinpah de faire une croix dessus et de penser à remanier le scénario sans elle. Au lieu de quoi, Peckinpah insista pour refilmer ce qui pouvait l'être, ce qui aurait provoqué un dépassement de budget. Il demandait beaucoup à son équipe, rapporte Coburn. Il les défiait journellement. Si vous ne teniez pas plus à faire des films qu'à votre propre peau, il ne voulait pas de vous dans ses pattes. C'était comme un général fou. Mais 3 heures par jour, il était génial. Il ne savait jamais ce qu'il allait faire avant d'avoir arpenté le plateau, indique Katie Haber. Le cadre qu'il labourait en allant et venant finissait par faire éclore un plan de génie. Avec lui, les nouveaux venus trouvaient cela raide, parce qu'ils n'arrivaient pas à anticiper ce qu'il allait demander. Il pouvait se ramener avec des idées fantastiques. Si votre travail n'avait pas un poil d'avance sur le sien, il devenait fou. Vous deviez savoir le prendre de 36 façons. La mauvaise réponse à un Peckinpah de mauvaise humeur pouvait se solder par la perte d'une journée entière de tournage, ou de votre boulot. La meilleure façon de prévenir cela, la plus éprouvée, était de le faire avec mauvaise humeur, vous aussi. Newt Arnold se souvient d'un jour où ils étaient supposés tourner une scène de bar dans laquelle Garrett abat le personnage de Holly, joué par Richard Bright. Peckinpah, qui se disputait avec Carroll et d'autres gros bonnets de la MGM, se pointa sur le plateau avec un regard noir. Il rassembla le chef opérateur John Coquillon, Gordon Dawson et Arnold pour les mettre en demi-cercle et commença un marathon de long en large pour leur annoncer « J'arrête tout, je ne tourne plus !» Et il y alla d'un discours furieux au vitriol contre le studio. Arnold, pour quelques raisons, je ne sais pas lesquelles, jure-t-il, se baladait avec une tétine de bébé en caoutchouc dans sa poche. D'un coup, il la sortit, la mit dans sa bouche et la suça vigoureusement. Sam vit cela et eut une double réaction. Silence absolu. Puis, lentement, progressivement, une lèvre se mit à trembler et il éclata de rire. Fin de la crise. « J'appelle ça une tétine à 50 000 $, déclare Arnold. C'est ce que nous aurait coûté cette journée-là. Il fallait couper au travers de sa colère pour le ramener au positif.
Peckinpah, de toute façon, passait sur le ventre de quiconque refusait de faire front à ses agressions rageuses. L'un d'entre eux fut le directeur artistique Ted Howarth. Un jour sur le plateau, lorsque je demandais à Sam de venir voir quelque chose, il répondit « Casse pas les couilles !» indique Howarth. J'ai répondu « Attendez une minute !» Peckinpah répéta encore « Je parle au producteur, maintenant casse pas les couilles !» Je répondis moi aussi « J'ai commencé dans ce boulot à l'âge de 12 ans, et je n'ai jamais appris à casser les couilles. Mais si je dois apprendre, je préférerais que ce soit de vous, parce que vous êtes le plus grand casseur de couilles que je connaisse. » Sam explosa de rire et répondit « Est-ce que tu sais le nombre de gars qui ont eu le cran de me répondre un truc pareil ?» Peckinpah indiquait rarement aux acteurs ce qu'ils devaient faire. Il les laissait trouver eux-mêmes. Il pouvait aussi les manipuler en dehors des prises, de façon à les mettre en condition pour qu'ils trouvent et produisent la performance. La scène la plus importante pour R.J. Armstrong, qui jouait un allumé des citations bibliques, l'adjoint de Garrett, Bob Hollinger dans le film, demandait à ce que le personnage sorte de ses gonds comme un dément devant le sourire en coin de Billy face à ses citations vaseuses. Peckinpah filma une prise, puis vociféra après Armstrong. « Je ne crois pas une seule saloperie de sacré bon Dieu de conneries de ce que vous dites et de ce que vous faites. » J'étais furieux, j'étais en rage, rapporte Armstrong. Je pensais, comment ose-t-il? Je suis revenu dans le plan m'asseoir à ma place, et je l'ai refait. Cette fois, j'étais si démonté que lorsque j'ai foncé sur Chris, j'ai cru que j'allais lui cracher des flammes. J'avais touché en plein dans le mille. Sam lâcha. « Bon Dieu, on l'attire !» Il avait la rage qu'il voulait. Je ne l'ai jamais vu venir dans un plan et attraper un acteur à part pour lui murmurer à l'oreille, indique Bobby Visiglia. Si c'était nécessaire, je pouvais passer une information de Sam à un acteur. Sam pouvait murmurer. « Pourquoi ce trou du cul fait ça? Dis à ce suceur de bite d'attendre que la porte s'ouvre pour bouger. » J'allais dans le champ pour corriger le ceinturon de l'acteur ou quelque chose et je lui glissais. « La prochaine fois, tâche d'attendre que la porte soit ouverte. » Au beau milieu de la production, une épidémie de grippe frappa la compagnie, décimant les effectifs dont Sam Peckinpah. Katie Haber, qui avait rejoint les troupes en cours de tournage, après avoir été virée de The Jetaway, indique « Tout le monde était tellement malade qu'il y avait une file d'attente pour les piqûres de vitamines. Un jour, Sam était si malade qu'il oublia qu'il avait déjà tourné une scène. Le jour suivant, il déclara « Allons-y, tournons celle-là » et quelqu'un lui rappela qu'elle avait déjà été tournée. Haber avait appris à administrer les piqûres de vitamines sur Straw Dogs. Peckinpah, qui avait découvert les qualités préventives de ces piqûres de vitamines pour les anémies d'alcooliques, en prenait régulièrement. Quand j'ai commencé au début, rappelle Haber, il y avait un docteur indien qui venait lui faire 5 piqûres par jour. Je lui ai dit « Ça, je peux le faire » et je l'ai fait. Peckinpah continua aussi longtemps qu'il pouvait, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit dans les brumes de la fièvre, et probablement au détriment du film. L.Q. Jones, qui avait atterri pour venir tenir le rôle de Black Harris, rapporte « Quand je suis arrivé, j'ai entendu une petite voix faiblarde, et c'était Sam. Il était si mal en point que le jour suivant, si quelqu'un était venu me dire que Sam était mort dans la nuit, je n'en aurais pas été surpris. Mais on ne pouvait pas l'empêcher d'approcher la caméra. C'était admirable, mais aussi un brin stupide. Quand vous êtes dans cet état, vous ne savez plus combien font 2 et 2. » Peckinpah finalement resta au lit pour essayer de se rétablir. « J'ai été cloué au lit avec la pire grippe que j'ai jamais eue. J'avais 104 de fièvre, » écrivit-il à Jim Silk. « Ne te laisse pas avoir, si c'est le cas. Reste couché et ne te lève pas avant que ça soit passé. » Il délégua ses adjoints Gordon Dawson et Newt Arnold pour tourner à sa place. Une décision qui ne plut pas à Carol. Gordy et moi devions prendre la première équipe, rappelle Arnold. Sam avait insisté pour que nous obéissions. Carol n'était pas content. Nous venions au chevet de Sam et il nous indiquait ce que nous devions tourner, rapporte Dawson. Gordon Carroll voulait nous en dissuader. Le studio pensait qu'ils avaient un réalisateur au tapis. Ils n'avaient aucune considération pour Sam. Pour la défense de Carroll, le producteur était entre 2 chaises. D'un côté Peckinpah qui demandait qu'on lui fiche la paix pour faire le film à sa façon, d'un autre côté Aubrey et la MGM qui poussaient Carroll à faire pression sur le réalisateur pour qu'il coupe autant que possible dans le scénario, même si ça voulait dire le faire dans le dos du réalisateur. Gordon était dans une situation inconfortable, déclare Furlitzer. Gordon était l'un de ceux qui avaient prêté la main au scénario et avait travaillé avec moi. Il y avait mis beaucoup de lui-même. Je pense qu'il était dans une position très pénible. Newt Arnold se souvient. J'ai trouvé Gordon Carroll très responsable, très intelligent et très impliqué pour mener à bien le film, et jusqu'au succès en salle. Mais les 2 hommes étaient en conflit. Gordon avait de lourdes obligations à satisfaire. Il représentait les pontes du studio, et il leur en était redevable, certainement suffisamment pour être leur obligé et obéir à leurs demandes. Sam était en conflit avec ces mêmes pontes, ce qui automatiquement se répercutait sur Gordon. Un bon producteur peut agir et faire tampon entre un réalisateur et le studio. Il rétablit les courts-circuits, apaise les tempéraments fiévreux,
et absorbe les chocs pour que le réalisateur reste concentré sur la myriade de détails auxquels il est confronté chaque jour au tournage. Lou Rushmill, Melnick et ce groupe à la MGM en avaient après Sam comme la puanteur après la merde, rapporte Dawson. Mais Gordon Carroll ne le protégeait pas. À la première occasion, il se joignait aux assaillants. Sam ne pouvait pas souffrir Gordon Carroll, déclare Katie Haber. Vous ne pouviez même pas mentionner son nom. Plus Carroll essayait d'avoir de l'emprise sur lui, plus Sam Peckinpah n'en faisait qu'à sa tête. Le cascadeur Gary Combs raconte. Nous nous enfoncions chaque jour un peu plus. Personne ne pouvait venir dire à Sam ce qu'il devait faire. À la première minute de retard, le producteur pouvait débarquer et lui demander d'accélérer. Ça couvait, et la guerre devait finir par éclater. Plus il voulait le presser, plus Sam voulait ralentir. MGM voulait du sang et des tripes, l'enfer à tout crin. Peckinpah, de toute façon, voulait essayer de faire quelque chose de différent. Il avait déjà fait le Horde sauvage. Il ne voulait pas se répéter. En fait, il se remuait les méninges à la recherche des faits plus étudiés. Et à bon escient, comme dans les westerns spaghetti de Sergio Leone, mais en moins timide, du mythologique et du poétique, mais sans pose ni drapé. C'était la grande affaire de Sam, ça, relève Jim Silk. C'est un poème lyrique. Il ne ressemble pas au travail de ses autres films. Il travaille sur une base radicalement différente. Il avait une très pénétrante vision du Grand Ouest et de sa mutation. Cette vision alla jusqu'à vouloir réellement changer la fin. À un moment, rapporte James Coburn, il se ramena. Vous savez quoi? Ne tuons pas Billy, créons un nouveau mythe. L'idée ne fit pas son chemin chez les pompes de la MGM. Aucune n'y arrivait jamais. Chaque idée que Peckinpah abattait sur la table était retournée et découragée, mais il le faisait quand même. La rumeur courut dans la compagnie qu'Aubrey en personne allait se pointer à Durango et en terminer avec Peckinpah lui-même. Mais cela n'arriva pas. Le conflit aiguillonna Peckinpah, l'incident a poussé la provocation de plus en plus loin pour voir jusqu'où ils revendiquaient leur autorité sur le film. Lors de la dernière nuit du tournage de Pat Garrett, se souvient Walter Kelly, qui avait un tout petit rôle dans le film, il me fit asseoir et me lâcha. « Walter, nous n'oublierons jamais cela. » Il aimait mettre la main à son destin, comme un vrai général plonger son sabre dans la bataille. Il lui avait pourtant laissé beaucoup de mou dans la corde, mais il tirait encore dessus, indique Rudy Furlitzer. Il a toujours été délicat de déterminer dans ses excès de rage contre les autorités ce qui revenait à la démence et ce qui relevait de l'astuce, de l'habile manipulation. J'ai commencé à réaliser que, quels que soient les travers qu'empruntait sa folie, il la tenait tout de même encordée. Il était relativement malin avec les gens et savait jusqu'où on pouvait aller avant de s'arrêter. Sa nature était d'aller jusqu'à l'altercation, mais il n'y cédait pas de façon compulsive non plus. Furlitzer écrivit son expérience avec Pat Garrett une décennie plus tard, dans son roman Slow Fade. Il y dépeignait le personnage destructeur d'un réalisateur Wesley Hardin, en référence peut-être au hors-la-loi John Wesley Hardin, en partie inspiré de Peckinpah, mais pas entièrement. Quoi qu'il en soit, dans l'une des dernières scènes du livre, il est difficile de ne pas faire le rapprochement d'un côté entre Hardin et son producteur, de l'autre entre Peckinpah et Gordon Carroll. « Vous avez 5 millions de dépassements, Wesley », martelait régulièrement le producteur. « Personne ne veut entendre les excuses de quelqu'un qui a 5 millions de dépassements. C'est pour cela que vous arrivez en avion de LA, pour venir me couper les ailes en plein vol? Je fais de mon mieux pour vous protéger du studio, ce qui implique nécessairement que je ne vous dise pas tout. Ce doit être pour cela que vous ne me dites rien du mémo que vous leur avez envoyé hier sur mon âge, mes bouteilles et toute ma panoplie perverse. Vous êtes un homme désagréable, lui hurla brusquement le producteur. Un suceur de bites d'enfant de cœur de premier ordre. L'impulsive attaque du producteur était inattendue et fit trembler de rage la lèvre inférieure de Wesley. En s'emparant d'une bouteille de tequila, il jeta un coup d'œil à Walker qui l'observait depuis le fond de la caravane. « Traître, lâche, faux cul » murmura-t-il en cassant la bouteille contre un angle en formica de la kitchenette et en avançant vers le producteur qui prit la porte rapidement. Pour une partie, les provocations alcooliques de Peckinpah visaient à flirter avec les limites. Boire permettait dans une certaine mesure à Peckinpah de les tester. Cela lui inspirait aussi certainement de fameuses idées. Lors de l'une de ses inspirations, il décida qu'il avait le désir de voir un cheval se faire abattre au galop avec un cavalier sur son dos. Il voulait littéralement tuer le cheval, vraiment lui tirer dessus pendant qu'un cascadeur le chevaucherait. Le cascadeur Gary Combs fut désigné pour être sur le cheval. Impliqué au premier degré, il fit lâcher le responsable des cascades, Brittany Hughes. « Ça le fait pas », lâcha-t-il à Hughes. « D'abord, et par-dessus tout, qu'est-ce qui se passe si le tireur se loupe? Et ensuite, il va tuer ce cheval ?» Hughes, qui de toute façon on les avait à zéro devant Peckinpah, n'était pas du tout disposé à contredire le patron. Donc Combs attendit la veille de la mise en boîte de la scène. Il alla alors trouver Peckinpah devant un coucher de soleil que celui-ci venait régulièrement observer le soir avec une bouteille de vin.
« J'ai entendu que vous allez tuer un cheval, lui dit Combs. « C'est ça, lui répondit Peckinpah. « Est-ce que vous n'avez jamais vu de vos yeux un cheval se faire abattre ?» poursuivit Combs. « Non, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Peckinpah. « Il tombe sur ses genoux, et c'est tout, » répondit Combs. À présent qu'il connaissait les intentions de Peckinpah, il lui expliqua comment il pouvait obtenir d'un cheval entravé sur une planche de contreplaqué et renversé avec lui une chute plus spectaculaire sans le tuer. Par chance pour Combs, Peckinpah accepta d'essayer, et cela marcha. Je le voyais très bien mettre une balle dans la tête de ce cheval qui la traversait et ressortait par la nuque pour terminer sa course dans ma peau. S'il n'y avait pas eu quelqu'un pour avoir le cran de lui résister, il l'aurait fait. Combs apparemment était tombé sur Peckinpah lors d'un moment de sobriété. Juan José Palacios, son ancien beau-frère et chauffeur, indique. Il avait une glacière à l'arrière de la voiture. Emilio Fernandez avait l'habitude de dire que, pendant tout le temps où Peckinpah était sur le plateau, personne au monde ne pouvait apprécier à quel degré il était ivre. Les rumeurs étaient nombreuses à Hollywood à propos de Pat Garrett, qui aurait été une production folle, emmenée par un misérable ivrogne qui ne tenait plus debout. Katy Haber rapporte. Cela faisait suite à la sortie de quelques articles dans les journaux professionnels, selon lesquels il ne comptait plus son ivrognerie et qu'il se faisait administrer sa boisson sur le plateau en intraveineuse. Il était sur la brèche et j'avais été dressée pour faire son infirmière, alors nous prîmes une photographie de lui et le publiâmes dans Variety. La plupart de ses ivresses, quoi qu'il en soit, n'étaient pas si joviales. Sur Straw Dogs, il avait commencé à boire vraiment beaucoup, rapporte le monteur Roger Spottiswoode. Sur Junior Bonner, il était salement éméché. Sur The Jetaway, il était tout le temps ivre. Pendant Pat Garrett, il était si profondément noyé dedans qu'il ne remonta même pas à la surface pour l'avant-première. Attribuer à l'alcool la responsabilité de tous ces sales débordements serait trop simpliste. Plus d'une personne avait déjà suggéré que c'était partie prenante du film, que cela devait lui servir d'excuse au cas où il n'aurait pas été aussi bon qu'il l'avait espéré. Quand il n'était pas à son meilleur, une grande partie des frayeurs de Sam remontait, rapporte le critique Paul Seider. Sur Pat Garrett, Sam fut extrêmement destructeur. Il avait peur du film. Il y avait une telle pression sur ses épaules que cela lui tenait lieu de soupape de sécurité. Il se ménageait des excuses ainsi, et à l'occasion cela arrivait. Le critique de Time Magazine, Jay Cox, qui assista à une projection tardive de la copie de travail, indique « Cela me frappa après un certain temps, que Sam, en fait, œuvrait à sa propre destruction. Je pense qu'il avait besoin d'un bon prétexte pour se dédouaner au cas où il partirait en vrille. Il voulait être capable d'être déchargé. Je pense en mon âme et conscience qu'il avait besoin d'une porte de sortie pour pouvoir dire « Ces enfoirés m'ont tiré dans les pattes ». Il n'aurait jamais pu dire « C'est moi qui ai foiré ». Il avait déjà commencé à recoller les morceaux lorsque Roger Spottiswoode arriva pour donner un coup de main au montage. « Je me souviens de lui m'appelant en Angleterre pour me dire de venir au Mexique, » indique Spottiswoode. Je le rencontrai le premier jour du tournage et lui confiai « J'aime vraiment le scénario. » Il me répondit « Te casse pas, celui-là je l'ai fait juste pour l'argent. C'est le suivant qui sera pour de vrai. » Mais c'était déjà au précédent qu'il m'avait dit que ce serait celui-ci qu'il ferait à fond. Là, il n'en avait plus rien à foutre. En arrivant à Durango et en me disant qu'il faisait juste celui-ci pour de l'argent, c'était à apporter-moi la tête d'Alfredo Garcia qu'il songeait, et qu'il avait en projet à ce moment-là. Pour ajouter à la confusion encore et encore, il y eut la présence de son ex-femme, Begonia Palacios, qu'il continuait de voir sur la base d'une fois par an. Elle vint à Durango et y resta quelques jours. Inévitablement, Peckinpah se mit à boire ouvertement sur le plateau et devint irascible. Ils eurent leur compte de vocifération, de bagarres, et naturellement, Begonia prit la fuite. L'une des plus grosses bagarres se passa à Durango, rapporte Juan José Palacios. Ma mère appela, hurlant et disant « Est-ce que tu connais la dernière de ta sœur? Elle s'est battue avec Sam, s'est enfuie en taxi et a fait toute la route jusqu'à Mexico City en taxi. » La facture du taxi, environ 900 kilomètres. À vol de corbeau.